Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Cela fait 10 ans que Christian Borret occupe la fonction de maître architecte de la région bruxelloise. Avec son équipe, il a tenté de faire en sorte que l'on construise la ville autrement. Alors, peut-il dire aujourd'hui mission accomplie? On en parle ce soir avec lui. Bonsoir Christian Borret. Bonsoir également. Première question, mission accomplie, vous pensez? Oui et non, jamais entièrement. Je pense que j'ai bien incarné la fonction, je pense que j'ai bien contribué à faire bouger les choses à Bruxelles. De l'autre côté, il y a toujours des éléments à améliorer. Donc une ville, c'est jamais fini. Alors, qui dit architecture, dit image, on va vous en montrer ce soir dans l'émission. On va commencer avec ces images. Ce sont des images d'un panorama de la ville, vu de pas loin d'ici, du pont du Jubilé à Tour et Taxi. Vous diriez quoi de cette ville aujourd'hui, Christian Borret? On parle d'un... Quel paysage, comment caractériser la ville? Oui, Bruxelles, c'est une ville très particulière. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est chouette, qu'elle est mignonne. Donc, c'est autre chose. Elle est très complexe. Et donc, mais je pense que exactement ça, c'est la force de Bruxelles. Donc, ici, la ville, il y a beaucoup de villes. Il y a beaucoup de différences dans la ville. Et c'est ça qui attire les étrangers. Ils sont fascinés par cette identité complexe de Bruxelles. C'est toujours plusieurs couches. C'est jamais une seule chose. Ça reste une ville à réparer, selon vous? Oui, il y a eu des interventions brutales lors de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc les tunnels, les bâtiments, qui ont été démolis, beaucoup de démolitions. On est toujours en train de réparer. Je pense que c'est important. De l'autre côté, je crois également qu'il faut se libérer d'une sorte de traumatisme de la bruxellisation et donc de croire que cette ville a des atouts et qu'on peut la développer de manière positive. Alors vous avez l'impression qu'à certains moments, ce traumatisme empêche l'émergence d'une architecture plus créatrice, plus créative? Partiellement, je crois. Donc, il y a toujours, du moment qu'il y a un nouveau bâtiment qui s'érige, par exemple dans le quartier nord, il y a toujours un soupçon que derrière, il y a des mécanismes obscurs qui se font, qu'il y a toujours Van den Boeyen et Charles de Pauw qui sont à la manœuvre. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, je le vois avec ma fille, par exemple. Elle n'a jamais connu cette période. Et donc, pour elle, ce genre d'intervention moderniste dans la ville, elles font partie de l'identité de la ville. Alors, je vous ai demandé pour cette émission de choisir quelques bâtiments qui ont fait l'objet d'un concours. Je vous propose de découvrir le premier en images. C'est ce projet ZIN à la gare du Nord, dans le quartier Nord. Alors, tout près de la gare du Nord, on voit avec ce jardin intérieur et un bâtiment qui a été complètement transformé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce bâtiment-là? Il ne semble pas très emblématique quand on le voit de l'extérieur. Oui, mais c'est ça exactement qui a changé. Aujourd'hui, l'architecture importante, elle n'est pas nécessairement emblématique. C'est quelque chose des années 2000. Ce projet, il est complexe, comme Bruxelles est complexe également. Et pourquoi il est complexe? Parce qu'il n'y a pas uniquement du bureau dans le nouveau projet, il y a aussi des appartements, il y a un hôtel. Ça veut dire, pour la première fois dans le quartier Nord, il y aura des gens qui habitent là, qui sont là après les heures de travail. Et ça, c'est très important. Alors justement, on avait réalisé en 2019, juste avant le début du projet, un reportage sur ce ZIN. Regardez un extrait de ce reportage. Un nouveau complexe de 14 étages, un environnement vert dans un design futuriste. Voici le projet ZIN. Il réutilisera plus de 60% des 2 tours WTC actuelles. Elles ont moins de 50 ans et pourtant elles ne répondent plus aux attentes contemporaines, notamment en termes de durabilité. Il y a tous les équipements techniques qui sont devenus un peu obsolètes, qui sont plus du tout aux normes actuelles en termes de consommation d'énergie, en termes de performance environnementale. Occupé jusqu'à présent par l'administration flamande, on y trouvera en plus des espaces de coworking, des appartements ou encore un hôtel. Le projet se veut moderne dans sa conception énergétique, mais également pour son innovation architecturale et urbanistique. Avec différentes manières de circulation, on peut adapter dans le temps. Ça veut dire qu'il faut créer un espace très agréable, très ouvert, très flexible, pour que ça peut changer la vie dedans sans détruire et reconstruire le bâtiment.
Alors ça a fait l'objet d'un concours, ça, Christiane Borrette. Est-ce que quand vous voyez le bâtiment terminé aujourd'hui, vous vous dites c'est à peu près ce qu'on a décidé? À peu près, oui. Et donc, si on voulait être perfectionniste, il y a toujours des petits éléments que disent zut, dans le concours, ça c'était mieux. Mais je pense qu'effectivement, pour le quartier du Nord, ça pourrait être un game changer. Pour la première fois, il y aura des gens qui habitent là. Et donc, oui, mais en même temps, on voit que le projet des tours transformation des tours Proximus Immobel qui devait le réaliser a finalement changé d'avis. Donc on en prend beaucoup de retard. Est-ce que ça ne reste pas complexe, la transformation de ce quartier Nord? Oui, je n'ai jamais dit que c'est simple. De l'autre côté, le projet Proximus, en fait, là, il y avait même un taux de logement plus élevé, donc ça sera un très bon projet. Il est retardé par la crise économique dans le secteur immobilier, qui va au-delà, en fait, des enjeux du quartier Nord ou de Bruxelles. Donc c'est une crise internationale. Alors votre marque de fabrique, c'est le concours. Il y en a à peu près 50 par an. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Qu'est-ce que ça a changé dans la manière de concevoir les projets, vous pensez, ces concours? Eh bien, d'abord, peut-être ça, c'est de manière fondamentale. Si dans mon job, il faut stimuler la qualité architecturale, alors au lieu de le faire au moment de la demande de permis, ce qui est juste, en fait, au bout de tout le trajet, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus important de le faire en amont, tout au début du processus. C'est-à-dire, le concours, c'est le moment où on va choisir l'architecte et où on va définir le projet, le contenu du projet, le programme. Et donc, c'est important d'avoir une influence à ce moment-là. De l'autre côté, les concours, c'est aussi une manière pour ouvrir les portes. Parce qu'à Bruxelles, en fait, il y avait un circuit assez fermé, toujours les mêmes architectes, toujours les mêmes promoteurs, etc. Eh bien, le concours aide à rafraîchir tout, à ouvrir les portes pour d'autres bureaux, pour de jeunes bureaux. Alors vous dites ça dynamise le secteur, vous dites même c'est un coup de pied dans la fourmilière en suscitant l'establishment, en bousculant l'establishment parfois un peu bas de gamme. Oui, je pense qu'il y a eu des réactions à ce moment-là, mais ça date depuis quelque temps, quand il y avait en fait des monopoles à Bruxelles, de plusieurs architectes, etc. Ce n'est pas très sain pour la qualité, là tout le monde le sait. Donc la concurrence aide à faire l'émulation à la qualité. Et donc je l'ai considéré comme ma mission en fait centrale de casser ces monopoles. Et de là, je peux comprendre, perdre un monopole, ce n'est pas agréable. Peut-être là, il y a eu en fait, de ce côté-là, il y a eu des réactions négatives, parfois un peu communautaristes, donc assez bas de gamme, je trouve. Ouais, on vous a accusé de favoriser, par exemple, les architectes flamands. Hein. Oui, ce qui est en fait pas vrai, bien sûr. Avant moi, il y avait un BMA également, un bruxellois francophone, donc non pas un bruxellois néerlandophone comme moi. Et là, on ne l'a jamais dit, en fait. Et pourtant, il y avait beaucoup d'architectes néerlandophones qui ont été sélectionnés à cette époque-là. Oui, alors il y a énormément de permis qui sont délivrés à Bruxelles chaque année, avec 50 permis qui font l'objet d'un concours. Est-ce que vous avez l'impression que ça permet vraiment de peser dans un paysage urbain? Oui, c'est une bonne question. En fait, on pourrait dire que c'est la question fondamentale de notre travail, pas uniquement de moi, mais de mon équipe également. Il y a 15 personnes qui travaillent pour le BMA. Donc, est-ce qu'on a vraiment un impact, hein? De l'autre côté, les 50 concours... Et votre réponse, c'est quoi? Est-ce qu'on a vraiment un impact? Je pense oui, parce qu'il y a les concours qui peut-être, il y en a 50 et c'est pas trop, on pourrait dire. Pourtant, on est ici à Bruxelles, le bouwmeester qui organise le plus grand nombre de concours de tout le pays, donc c'est déjà ça. Mais il y a aussi la vie BMA, donc pour chaque demande de permis au-dessus de 5000 m², le demandeur doit demander l'avis du BMA et ça ferait partie de l'instruction de la demande de permis. Donc ça veut dire qu'on a un impact sur tous les projets de grande taille à Bruxelles également. Alors justement, un projet de grande taille, c'est le projet Canal. Il y a eu, on va voir quelques images tout de suite de ce projet Canal dans l'ancien garage Citroën, 92 candidatures, 7 équipes finalistes, un très grand concours d'architecture et c'est une alliance de 3 bureaux qui l'a emporté, un bureau bruxellois, un bureau suisse et un bureau londonien. Vous avez l'impression que là, ça a permis justement à des jeunes architectes de participer à ce concours, le bâtiment Citroën? Oui, effectivement. Et en plus, on pourrait dire qu'il y a 3 bureaux qui se sont organisés au même niveau. Donc, il n'y a pas un leader, par exemple un star international, et puis un bureau d'exécution bruxellois. En fait, ils sont tous au même niveau. Et là, je le trouve très contemporain également. Il y a cette volonté à Bruxelles
parmi beaucoup de bureaux d'architecture, de travailler de manière transversale, de ne pas avoir peur de ce genre de collaboration peut-être un peu complexe. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur de la complexité, ça fait partie, je crois, de notre identité bruxelloise. Ouais. Et vous avez... C'est comme si vous craigniez finalement qu'un architecte star s'empare d'un de ces bâtiments. Vous voulez vraiment faire émerger une nouvelle génération d'architectes. Bruxelles n'a pas besoin d'architectes iconiques pour construire certains bâtiments? Non, il faut être fier de soi. Aujourd'hui, le grand public ne le sait pas peut-être, mais les architectes bruxellois et les architectes belges par extension, en fait, ils sont très, 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 très reconnus à l'étranger. Ils sont dans des expositions partout, ils donnent des cours à des universités étrangères. Donc, pour le moment, en Europe, il y a une sorte de reconnaissance forte pour ce qui se passe à Bruxelles. Dans notre équipe, on reçoit chaque semaine une demande pour une visite, une conférence à l'étranger, des échanges, etc. Donc, Bruxelles n'a plus besoin des grands stars, on a nos propres stars. Oui. Alors, vous l'avez dit, il y a des chiffres clés. Votre mandat, vous dites, le chiffre c'était 10 000, c'est la croissance démographique de la région bruxelloise. Le chiffre de votre deuxième mandat, c'est le chiffre 2 pour l'augmentation de 2 degrés, donc, et l'adaptation de la ville. On a l'impression que la ville n'est pas prête à faire face aujourd'hui à ce réchauffement climatique. Quel est votre avis là-dessus ? De plus en plus, je pense qu'il y a vraiment un shift de paradigme dans notre discipline, hein, donc aussi personnellement dans ma carrière. Hein, donc 10 ans passés, je n'aurais pas dit ce que je dis maintenant. Il y a cette prise de conscience qu'il faut agir, qu'il faut adapter notre manière d'aménager la ville, ainsi qu'il y a plus d'espaces verts, qu'il y a un arbre dans chaque rue, qu'il y a de la plein air où l'eau peut infiltrer, ce genre de choses. Ce qui bloque, c'est la traduction en projet concret sur le terrain. Et donc, pourquoi ça bloque selon vous ? Oui, c'est normal qu'il y a toujours un décalage entre un shift de paradigme et ce qui se passe sur le terrain. Donc je peux espérer que dans les années futures, que ça va finalement bouger. Je pense qu'il faut développer peut-être... À Bruxelles, on avait un outil très, 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 très bien, donc les contrats de quartier, pour réparer un peu les cicatrices aussi de la bruxellisation dans les quartiers. Peut-être maintenant il faut développer une sorte de contrat de rue pour réaménager les rues de cette manière, ou un contrat de Heat Island Effect pour se battre contre les effets de chaleur en ville. Oui. Alors, vous parlez de cette soft power, c'est comme ça que vous définissez votre rôle. Ça veut dire que vous avez l'impression aujourd'hui que même si vous n'intervenez pas sur tous les permis d'urbanisme, il y a comme ça quelque chose qui influe dans la décision et dans la création architecturale ? Oui, soft power, c'est quelqu'un d'autre qui a dit, en fait, vous faites du soft power. C'est parce qu'avec BMA, on n'a pas de pouvoir de décision. Donc, on ne peut rien décider. On peut juste convaincre, donner des arguments, influencer les choses, stimuler, en fait, les autres. Je trouve, dans la gouvernance d'une ville, qu'on a besoin des deux. On a besoin de réglementation, pure et dure, bien sûr, mais on ne peut pas dire que ça va garantir l'excellence. Donc, c'est pour éviter le pire. Et on a besoin d'autres outils, comme un bouwmeester ou des concours, ou dans d'autres villes, il y a des commissions ou des collèges, alors pour stimuler d'aller au-delà. Donc, si on veut l'excellence, alors on a besoin de ce genre d'autres outils de gouvernance. Et le bouwmeester, le BMA, le bouwmeester maître architecte, est un exemple. Alors, vous le dites, hein, vous ne pouvez pas évidemment avoir de l'influence sur tous les projets. On va voir tout de suite un projet qui est très voyant, si je peux employer cette expression, au centre-ville. C'est le projet Brooker, où là, on voit finalement un urbanisme à l'ancienne, hein, où on garde les façades et on détruit quasiment tout l'intérieur d'îlots. Quel regard portez-vous là-dessus, Christiane Borrette? On pensait à un certain moment que c'était des pratiques révolues. Aujourd'hui, on les voit apparaître dans ce chantier, mais aussi dans un autre, pas tellement loin. Quel est votre regard là-dessus? Oui, mais le chantier du projet à la place de Brooker, donc il date d'avant mon époque, donc il est plus ancien que 10 ans.
Par contre, effectivement, il y a d'autres chantiers où il y a aussi toujours beaucoup de démolitions. Je pense que là aussi, on a évolué. Aujourd'hui, avec BMA, mais dans tout le secteur, en fait, on prône la réutilisation du bâtiment. Ouais. Et surtout, on va voir tout de suite une autre image, c'est le bâtiment Actiris, où c'est à 200 mètres de là. On a fait exactement la même chose. En fait, tout l'îlot est quasiment vidé. Alors, c'est clair, vous le dites, il faut réhabiliter, il ne faut pas détruire, mais quand on voit ces deux exemples en plein piétonnier, on se pose quand même des questions, hein, Christiane Borrette. Oui, exactement. Je me pose les mêmes questions. En fait, lors du concours, la démolition n'était pas totale. En fait, il y avait plus de maintien. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est ça qui est aussi ce genre de prise de conscience. Donc là, il y a des résultats. Donc les promoteurs privés aussi, par exemple, dans le quartier européen où on fait beaucoup de projets, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas tout simplement démolir tout, qu'il faut garder, par exemple, au minimum la structure en béton, parce que là, il y a beaucoup de carbone et d'énergie qui est en fait dans la structure et qu'il faut ne pas gaspiller. Oui, mais on voit quand même beaucoup de projets de démolition-reconstruction hein, aujourd'hui. Il y en a de moins en moins. Donc là, je suis vraiment convaincu. Donc on fait une sorte de vérification sur les grands projets au-dessus de 5000 m². 2 ans passés, c'était moitié-moitié. Maintenant, c'est plutôt 75-25%, donc 75% de maintien de la structure. Donc, il y a clairement une évolution positive. Alors, pour vous, ces opérations de façadisme, c'est injustifiable aujourd'hui ? Oui, parfois, de temps en temps, la démolition peut être justifiée. Il ne faut pas le considérer comme un dogme non plus. Mais ce qui est important, et c'est ça qui était prévu dans la réglementation future du RRU, qu'on ne fait pas ça sans bien réfléchir, sans bien argumenter, sans bien vérifier. Et donc c'est ça, la mentalité. Là, à cet aspect-là, la mentalité doit changer. Oui, alors vous parliez il y a quelques instants de la qualité architecturale et de la qualité de nos architectes. Alors c'est pas toujours partagé par tous les architectes. Francis Metzger, qui est président du Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des architectes, a déclaré dans une interview il y a quelques mois l'architecture d'aujourd'hui est d'une médiocrité terrible. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration ? Oui, je le trouve pas très respectueux par rapport aux membres de l'ordre francophone, parce que ce sont les architectes. Oui, mais il dit que ce n'est pas la faute des architectes, c'est à cause des procédures. Non, mais je pense qu'ils ne voient pas, en fait. Peut-être c'est une question de génération. Donc, comme j'ai déjà dit, donc, il y a toute une nouvelle génération d'architectes qui opèrent d'une autre manière, qui n'ont pas nécessairement un style très reconnaissable, qui aiment bien les transformations, donc qui travaillent à l'amélioration de la ville sans qu'il y ait une sorte d'effet spectaculaire d'un architecte star. En fait, ce genre d'approche de ville, disons l'approche Bilbao, c'est un peu daté, ça ne se fait plus. Et je suis convaincu, en fait, de là, il y a cette reconnaissance internationale qui est énorme pour les architectes bruxellois. C'est ça qu'il faut regarder. Je suis convaincu de cette évolution positive. Oui, Francis Metzger qui a des mots très durs envers vous. Hein. Il dit que vous n'avez pas réussi à incarner la fonction. Vous êtes en guerre avec l'Ordre des architectes aujourd'hui ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas en guerre. Je ne sais pas pourquoi moi je serais en guerre avec l'Ordre. Il y a aussi un soutien très, très, très grand des architectes bruxellois qui, après les propos de Francis Metzger, ont lancé une pétition. Je pense qu'il y avait plus que 1300 signatures. Donc, oui, il disait qu'en fait, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir un BMA, qu'il faudrait un collège extérieur, que ça suffirait. Vous vous inscrivez en faux par rapport à ça. Vous continuez à défendre la fonction ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça le succès du rôle. En fait, ce rôle indépendant d'une personne qui peut agir de cette manière dynamique. Et c'est ce rôle et cette approche qui a été soutenue par plein d'architectes bruxellois et surtout des jeunes, et également par le gouvernement. Donc je pense que c'est très important pour Bruxelles et c'est ça qui est en fait tellement apprécié à l'étranger. Et alors, bien sûr, il faut le garder. Alors, on va voir les dernières images de cette émission. C'est des images du Mix. C'est l'ancien site de la Royale Belge qui a été totalement restauré, ou en tout cas très peu transformé. Il y avait des craintes pour l'avenir de ce bâtiment. Pour vous, quelle est l'architecture en danger aujourd'hui dans la ville ?
Est-ce que c'est ce type de bâtiment ou est-ce que c'est d'autres types d'architecture? Entre autres, oui, parce que là aussi, la Royal Belge, en fait, c'est un concours BMA qu'on a organisé pour avoir ce résultat excellent. Donc, c'est un projet privé avec des promoteurs privés qui ont beaucoup de mérite, bien sûr, dans ce projet également. Oui, ce sont des bâtiments. En fait, on pourrait dire la production architecturale des années 80, 90, qu'on considère parfois comme banale. Le Royal Belge, ce n'était pas banal parce que c'était vraiment prestigieux. Mais dans la deuxième couronne, il y a beaucoup de bâtiments de ce genre. Eh bien, c'est important de les commencer à aimer, mais aussi de les adapter, ainsi qu'ils ne restent pas vides, parce que ça, c'était le sort du BMA, de la Royal Belge, mais qu'ils retrouvent une nouvelle vie. Alors, vous parliez tout à l'heure du projet Brooker, qui est avant votre premier mandat. On parle de la longueur des procédures. Vous êtes de ceux qui prônaient finalement qu'on revoie ces procédures, disant que la délivrance de permis est beaucoup trop longue. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour la simplifier? Oui, la délivrance du permis qui prend beaucoup de temps, donc c'est un problème pour le demandeur parce que ça lui coûte de l'argent, mais c'est aussi un problème pour le BMA parce que si ça prend trop de temps, il y a toujours un peu d'érosion de la qualité. Donc il y a une sorte de schwung qui se perd dans le projet. Et donc je pense qu'il faut retravailler sur la procédure elle-même, donc la commission de concertation, etc. Il y a eu des idées qui ont été avancées, et je les soutiens, de mettre la commission de concertation beaucoup plus en amont, beaucoup plus tôt. Pour éviter les recours, c'est ça? Non, mais aussi pour éviter qu'un architecte élabore un projet jusqu'au dernier détail pour alors après être obligé de refaire. Alors ce serait mieux d'associer le public, dans le cadre de l'enquête publique, de manière plus régulière et donc plus tôt dans l'instruction d'une demande de permis. C'est ce qu'on fait dans le concours actuellement. Alors évidemment. Il y a beaucoup d'institutions qui actuellement se préoccupent ou s'occupent plus précisément d'aménagement du territoire. En région bruxelloise, il y a Urban, Perspective Bruxelles, la SAU, la Société d'aménagement urbain. Selon vous, il faut une simplification de ces institutions. Il faut en rassembler certaines? Oui, je pense, parce que parfois, ça manque un peu de symbiose entre les deux, surtout entre Perspective et Urban, par exemple, pour prendre cet exemple. Alors, si serait fusionné dans une seule institution, on pourrait beaucoup plus gérer la cohérence. Et je pense que ça, c'est important pour accélérer le processus d'une demande de permis également. Alors, dernière question, vous terminez votre mandat, mais il n'y a pas encore de successeur désigné, donc vous allez peut-être devoir continuer pendant quelques temps. Votre avenir, il se situe où Je ne sais pas encore. Je suis en train de postuler ailleurs, aussi à l'étranger. On verra bien ce que apporte le futur. J'aime bien ce genre de boulot, donc j'espère de rester quelque part au Baumeister. Merci en tout cas pour cet entretien. Si vous êtes intéressé par la fonction, il y a ce livre qui vient de sortir, Soft Power, qui a été réalisé avec la collaboration de Christiane Borret. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.